Félicitations, Brocky. C'est fini. Ma femme a souri devant ses riches amis le jour de mon anniversaire. Je lui ai calmement tendu mon cadeau et lui ai dit, alors je te suggère d'expliquer à tes sœurs pourquoi elles vont perdre ses études, à tes parents pourquoi ils vont perdre leur maison et leur voiture dans exactement 6 minutes et à ton entreprise pourquoi elle va faire faillite dans 30 minutes. En sortant, la panique a commencé. Tu connais ce sentiment quand on se retrouve dans une salle pleine de monde, mais qu'on pourrait aussi bien être invisible? C'est exactement là que je me suis retrouvé ce jour-là, ce qui était censé être mon foutu jour. 35 ans, et voilà qu'on me servait le plus grand manque de respect à ma propre fête d'anniversaire. L'ironie ne m'a pas échappé. Pas une seconde. Le salon sur le toit était exactement comme Sierra l'avait imaginé. Des parois vitrées s'étendant du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des diamants éparpillés. Le genre d'endroit qui crie l'argent avec chaque surface polie et chaque lumière d'accentuation soigneusement placée. Des verres en cristal captaient parfaitement la lumière ambiante, créant une ambiance qui disait « on a réussi », sans que personne n'ait besoin de le dire à voix haute. Les ordures vêtaient des objets sophistiqués que je ne pouvais même pas prononcer. De petites œuvres d'art sur des plateaux d'argent qui coûtaient probablement plus cher que la facture d'épicerie de la plupart des gens. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car j'étais entouré de requins habillés en vêtements de créateurs. Et chacun d'eux me regardait droit à travers, comme si je faisais partie du décor. C'étaient les proches de Sierra, son cercle de bébés de fonds fiduciaires et d'arrivistes qui mesuraient leur valeur en abonnés Instagram et en destination de vacances dont je n'avais jamais entendu parler. Ils sirotaient leur champagne et parlaient de leurs derniers achats. Leur voix portait ce ton particulier que les riches utilisent pour que tout le monde sache à quel point ils sont riches. Et il y avait ma femme, Sierra Godwin, tenant un cordon au centre de tout cela comme une sorte de reine des abeilles. Cette robe en satin rouge épousait ses formes là où il fallait, et elle le savait. Sa façon de bouger, ses gestes avec sa flûte de champagne, tout était calculé pour un impact maximal. Elle rayonnait, cette confiance qui lui venait du sentiment de dominer la salle et tous ses occupants. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Je la regardais s'occuper de la foule, et je devais lui rendre hommage. Elle excellait à ce jeu, riant au bon moment, touchant les bras quand elle faisait valoir ses arguments, donnant à chacun le sentiment de faire partie de quelque chose de spécial. Ses amis étaient suspendus à chaque mot comme si elle déposait des perles de sagesse au lieu des banalités habituelles qui passaient pour des conversations dans leur monde. Puis arriva, le moment qui allait tout changer à jamais entre nous. Sierra leva son verre plus haut et, d'une manière ou d'une autre, les bavardages s'éteignirent comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton muet. Tous les regards se tournèrent vers elle et elle absorba cette attention comme une éponge. Son sourire n'était plus celui dont j'étais tombé amoureux des années auparavant. C'était tout autre chose. Quelque chose de froid et de calculé qui me serra l'estomac avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Félicitations, Brocky, dit-elle, sa voix tranchant le silence comme un couteau. C'est fini. » Ces mots me frappèrent comme une gifle, mais ce qui me blessa le plus, c'est la façon dont elle les prononça, suffisamment fort pour que tout le monde les entende, sur ce ton qui trahissait qu'elle préparait ce moment depuis des semaines, voire des mois. La foule éclata de rire. Pas le rire gêné qu'on entend quand on raconte une blague qui va trop loin, mais un rire sincère. Comme si me voir humilié était le divertissement qu'ils avaient espéré toute la soirée. Ses amis levèrent leur verre en guise de célébration, leurs visages illuminés par la joie qu'on éprouve à voir quelqu'un d'autre tomber. Je les voyais échanger des regards, pensant probablement à la façon dont ils raconteraient cette histoire plus tard, à la façon dont ils décrivaient le moment où Sierra Godwin avait finalement largué son mari raté devant tout ce qui comptait. Mais voilà le problème avec le fait d'être sous-estimé aussi longtemps, on apprend à garder ses cartes pour soi. On apprend à sourire quand on a envie de crier, à rester calme quand tout en soi brûle. Alors, je n'ai pas bronché. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir m'effondrer, m'emporter ou faire quoi que ce soit qu'ils attendaient probablement. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans la poche de ma veste et en ai sorti une enveloppe blanche. Simple, sans prétention. Juste une enveloppe ordinaire contenant quelque chose qui effacerait leur sourire suffisant de leur visage. Je me suis approché de Sierra, mais pas résonnant dans le silence soudain qui s'était installé dans la pièce. Alors je te suggère d'expliquer à tes sœurs pourquoi elles vont perdre leurs études, ai-je dit d'une voix calme et posée en lui tendant l'enveloppe, et à tes parents pourquoi leur maison et leur voiture disparaîtront dans 6 minutes. Le changement a été immédiat et magnifique. La musique s'est arrêtée comme si on avait débranché la prise. Le visage de Sierra est passé du triomphe à la confusion, puis à la terreur en l'espace d'environ 3 secondes.
Sa main tremblait en prenant l'enveloppe, et je la voyais essayer de comprendre ce que je venais de dire. Les rires de la foule se sont tus. Soudain, tout le monde s'est intéressé de près à ce qui se passait entre Sierra et moi. On pouvait presque les entendre essayer de deviner s'il s'agissait d'une farce élaborée ou si quelque chose de sérieux allait se passer. Cette enveloppe contenait 6 mois de planification minutieuse. 6 mois à déplacer des pièces sur l'échiquier pendant que tout le monde pensait que j'étais juste le mari silencieux qui n'avait plus d'importance. 6 mois à les laisser croire que j'avais tout le pouvoir pendant que je reprenais tout en silence. Et ce n'était que le début. Le premier domino d'une réaction en chaîne qui allait faire s'écrouler tout ce qu'ils avaient construit sur les fondations de mon travail, de mes idées, de ma sueur et de mon sang. Ils voulaient jouer. D'accord. Mais ils allaient bientôt apprendre que je jouais aux échecs pendant qu'ils étaient encore en train de comprendre les règles des dames. La trahison de l'anniversaire était totale, mais pas comme Sierra l'avait prévu. Elle pensait mettre un terme à notre histoire, mais en réalité, elle ouvrait un tout nouveau chapitre, celui où je cesserais enfin d'être invisible. Vous voulez savoir la vérité sur l'invisibilité? Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est la position la plus puissante qu'on puisse occuper dans une pièce. Pendant que tous les autres se battent pour la vedette, font du bruit et réclament l'attention, vous restez assis à observer, à apprendre, à construire quelque chose qu'ils n'ont même pas vu venir. C'est exactement ce que je fais depuis 3 ans, alors qu'ils me voyaient tous comme le mari. Voyez-vous, le problème avec Sierra et toute son équipe, c'est qu'ils ne voient que ce qui brille et qui tape à l'œil. Ils sont attirés par Flash, par les titres qui sonnent bien, par les gens qui peuvent animer une salle et attirer l'attention. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la base sur laquelle tout le reste repose. Ils ne voient pas les heures de codage au sous-sol, les nuits blanches à déboguer les systèmes, l'architecture soignée qui donne un sens à leur belle présentation. Clearwell Analytics n'est pas une idée de Sierra. C'est la mienne. Chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque élément de la plateforme qui a fait la fortune de l'entreprise est né de mon cerveau et de mes doigts sur le clavier. Je me souviens de ces débuts, quand j'étais seul avec mon ordinateur portable, travaillant 16 heures par jour pour construire quelque chose à partir de rien. Sierra m'apportait du café et me disait combien elle était fière, comment nous allions changer le monde ensemble. J'ai bâti l'épine dorsale de cette entreprise de toutes pièces. Je suis parti d'une idée simple, l'analyse de données, qui pourrait révolutionner la compréhension des clients par les entreprises. J'ai passé des mois à faire des recherches, des tests, des échecs et des essais répétés jusqu'à obtenir une solution réellement efficace. La plateforme que j'avais créée pouvait traiter d'énormes quantités de données clients et produire des informations d'une précision presque effrayante. Les entreprises pouvaient prédire les habitudes d'achat, optimiser leurs dépenses marketing et augmenter leur chiffre d'affaires à des pourcentages qui faisaient briller les yeux de leurs dirigeants comme des machines à sous. Mais coder la plateforme n'était que le début. Il me fallait la rendre vendable, ce qui signifiait que je suis devenu vendeur, que je le veuille ou non. J'ai moi-même présenté nos 3 premiers clients. J'entrais dans les salles de conseil avec mon ordinateur portable et un rêve, expliquant des algorithmes complexes à des cadres qui ne savaient presque pas utiliser Excel. J'ai appris à traduire mon langage technique en langage commercial pour leur présenter des résultats concrets plutôt que des structures de code sophistiquées. Ces premiers clients étaient essentiels, Techflow Industries, Morrison Marketing Group et Pinacle Retail Solutions. Ils ont misé sur cette entreprise inconnue parce que je les ai convaincus que notre plateforme pouvait transformer leurs activités. Et j'avais raison. En 6 mois, les 3 entreprises ont enregistré une croissance à 2 chiffres de leur taux de conversion et de fidélisation client. La nouvelle s'est répandue et, soudain, tout le monde s'est intéressé à Clearwell Analytics. C'est alors que l'argent de la famille de Sierra est entré en jeu et que tout a basculé. Claude et Regina Godwin ont vu l'opportunité de faire de leur fille une magnate de la technologie et ont soutenu l'entreprise de toute leur force. Soudain, nous avions un vrai bureau au lieu de mon bureau à domicile. Des supports marketing professionnels au lieu de mes présentations maison et une équipe complète au lieu de travailler seul jusqu'au bout de la nuit. Mais cet argent s'accompagnait d'attentes et de changements que je n'avais pas anticipés. Sierra a commencé à s'attribuer le mérite des idées issues de nos conversations nocturnes, présentant les stratégies que j'avais développées comme ses propres brillantes idées. Ses sœurs, Janelle et Zoé, venaient au bureau et s'extasiaient sur le talent exceptionnel de Sierra, sur la façon dont elle révolutionnait le secteur technologique. Elles me dévisageaient comme si j'étais un élément du décor, même si j'étais littéralement à côté des serveurs que j'avais construits et entretenus. Le pire, c'était de voir Sierra se transformer, passant de partenaire à quelqu'un d'autre.
Elle a commencé à porter des costumes de pouvoir et à utiliser des termes d'entreprise à la mode. Elle a embauché toute une équipe de cadres au titre prestigieux et titulaires de MBA, qui faisaient bonne figure en réunion, mais qui étaient incapables d'écrire une seule ligne de code fonctionnel, même si leur vie en dépendait. C'étaient des chevaux de spectacle recrutés pour impressionner investisseurs et clients avec leurs présentations soignées et leurs relations dans le secteur. Pendant ce temps, j'étais de plus en plus relégué au second plan. Mon titre est passé de cofondateur à directeur technique, puis développeur senior, pour finalement devenir simple consultant technique. On me faisait appel quand quelque chose cassait ou quand il fallait expliquer le fonctionnement de la plateforme, mais sinon, j'étais traité comme un employé. Celui qui aidait dans le secteur technologique sous le nom de Sierra me présentait lors d'événements professionnels. Ses parents étaient ravis. Claude se vantait auprès de ses copains de golf de sa fille, entrepreneuse en tech, et Regina publiait des articles sur LinkedIn relatant le parcours inspirant de Sierra dans un monde technologique dominé par les hommes. Il jetait l'argent par les fenêtres, lui achetait des vêtements de créateurs pour des conférences, payait des portraits professionnels et des campagnes de relations publiques, la traitant comme si elle était le prochain Steve Jobs. Mais voilà ce qu'aucun d'eux ne comprenait, je n'avais jamais eu besoin de faire du bruit pour être puissant. Pendant qu'ils jouaient à leur jeu et construisaient leur château de cartes, je gardais discrètement le contrôle de ce qui comptait vraiment. Les serveurs, le code, la propriété intellectuelle, les relations clients. Tout cela passait encore par des systèmes que j'avais créés et des mots de passe que je contrôlais. Ils ne m'ont jamais vu venir, car ils n'ont jamais pris la peine de regarder. Ils étaient trop occupés à admirer leur propre reflet pour remarquer le fantôme derrière le rideau, tirant toutes les ficelles qui rendaient leur petit spectacle possible. Vous savez, on dit que le recul, c'est 2020 ? Eh bien, parfois, on n'a pas besoin de recul pour voir ce qui vient. Parfois, les choses sont si claires qu'il faudrait être aveugle pour ne pas les lire. C'est exactement ce qui a commencé à se produire environ 6 mois avant ma fête d'anniversaire infernale. Et laissez-moi vous dire que je lisais chaque mot qu'il pensait me cacher. Le premier signe était subtil, le genre de choses qu'on pourrait ignorer sans y prêter attention. Sierra a arrêté de rentrer tôt. Je ne parle pas de ces nuits tardives occasionnelles qui arrivent quand on dirige une entreprise. Je parle d'un changement radical dans ses habitudes. Elle m'envoyait un SMS vers 16 heures pour me demander ce que je voulais dîner. Elle se plaignait d'être fatiguée et de vouloir squatter le canapé avec Netflix et des plats à emporter. Soudain, elle restait au bureau jusqu'à 20h, 21h, parfois 22h, prétextant des réunions importantes et des appels d'investisseurs qui ne pouvaient pas attendre. Mais le problème, quand on est marié depuis 7 ans, c'est qu'on apprend ses habitudes. Vous savez, quand ils disent la vérité et vous disent-ils des tonnes d'énergie, Sierra n'était pas du tout à la hauteur de quelqu'un qui était censé travailler d'arrache-pied. Elle rentrait à la maison survoltée, presque excitée, comme si elle avait été dans un endroit qui la dynamisait au lieu de la vider. Et elle s'est mise à prendre des douches plus longues, se changeant immédiatement dès qu'elle franchissait le seuil de la porte. Des petits détails qui, mis bout à bout, formaient une image que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais ignorer. Puis sont venus les changements vestimentaires. Sierra s'était toujours habillée de façon professionnelle pour le travail, mais là, c'était différent. Elle a commencé à arriver au bureau avec des tenues qui coûtaient plus cher que le loyer de ma voiture, des pièces de créateurs qui n'étaient absolument pas dans nos précédentes discussions budgétaires. Quand je lui en parlais, elle me faisait signe de la main et me disait quelque chose sur l'importance de l'image et de s'habiller pour réussir. D'accord, sauf que ce n'étaient pas des costumes de pouvoir pour les réunions du conseil d'administration. C'étaient des robes de cocktail pour des événements auxquels je n'étais apparemment plus invité. Et c'est là que la vraie claque a commencé. Les invitations adressées à M et Madame Reyes portaient soudain son nom. Soirée professionnelle, événements de réseautage, after-party de conférences. Tous ces lieux où notre entreprise était représentée, où des contacts se nouaient et des accords étaient négociés. Et j'étais persona non rata. Sierra me faisait ses adieux et partait avec l'air radieux, tandis que moi, assise à la maison, je me demandais quand j'allais devenir la conjointe délaissée. Le point de rupture est arrivé au Gala Tech Innovate, l'un des plus grands événements de l'année dans notre secteur. J'attendais cet événement avec impatience, car c'était l'occasion de renouer avec certains des premiers clients que j'avais personnellement amenés à Clearwell pour voir comment la plateforme que j'avais créée transformait leur activité. Sierra avait été bizarre toute la semaine, me donnant des réponses vagues sur le timing et la logistique, mais je pensais qu'elle était simplement stressée par sa présentation. À notre arrivée, tout semblait bizarre. Sierra a immédiatement disparu dans la foule, s'activant comme une politicienne le soir d'une élection.
J'ai pris un verre et me suis mise à la recherche de visages familiers, de personnes avec qui j'avais travaillé à mes débuts, quand j'étais encore considéré comme un élément essentiel de l'entreprise. C'est là que j'ai croisé Marcus Chin de Techflow Industries, l'un de nos premiers clients que j'avais personnellement contacté et que j'avais intégré. Mika, m'a dit Marcus, vraiment heureux de me voir. Ça fait bien trop longtemps. Comment se passent les nouvelles mises à jour de la plateforme? J'allais répondre en parlant de certaines des améliorations sur lesquelles je travaillais lorsque Sierra est apparue à mes côtés, comme si elle était apparue de nulle part. Le sourire qu'elle a adressé à Marcus était un pur charme professionnel, mais le regard qu'elle m'a lancé était glacial. « Marcus, ravi de te voir », a-t-elle dit en s'immisçant doucement dans notre conversation. « J'espère que tu apprécies l'événement. Tu as rencontré mon mari ? Voici Mika. C'est lui qui aidait au département technique avant que nous intégrions notre équipe de développement professionnel. » Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. J'avais l'habitude d'aider dans le domaine technique, comme si j'étais une sorte d'intérimaire remplacé par des personnes plus qualifiées. Marcus semblait perplexe, se souvenant probablement des heures que j'avais passées à l'accompagner dans les processus d'intégration et à personnaliser les solutions pour ses besoins spécifiques. Mais Sierra détournait déjà la conversation de moi, évoquant de futurs partenariats et des initiatives stratégiques. Comme si je n'étais même pas là. C'est là que j'ai compris avec certitude ce que je soupçonnais depuis des semaines. Il ne me mettait pas seulement à la porte professionnellement. C'était aussi personnel. Sierra et sa famille avaient décidé que j'étais un poids mort, quelque chose à jeter maintenant qu'ils avaient ce qu'ils attendaient de moi. Ils pensaient pouvoir m'effacer de l'histoire, la réécrire pour faire croire que je n'y avais jamais joué un rôle essentiel. Alors, j'ai pris une décision ce soir-là. S'ils voulaient jouer à des jeux, s'ils voulaient me faire passer pour invisible, alors j'utiliserais cette invisibilité à mon avantage. J'étais devenu le fantôme qu'ils pensaient déjà être. Travaillant en coulisses pour mettre en place quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu venir. C'est là que j'ai commencé à me préparer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer Evelyn Equity. Il y a quelque chose de presque poétique à voir des gens creuser leur propre tombe, surtout lorsqu'ils le font avec des pelles plaquées or et des sourires de créateurs. Cette humiliation d'anniversaire était exactement ce que j'attendais. Le moment idéal où leur arrogance serait à son comble et leur vigilance au plus bas. Ils pensaient porter le coup fatal, mais en réalité, ils ne faisaient que me tendre le détonateur de tout ce que je construisais depuis des mois. Je les ai laissés vivre leur moment. J'ai laissé Sierra se prélasser dans l'éclat de sa robe de satin rouge et les rires de ses amis du fonds fiduciaire. J'ai laissé ses parents être fiers de leur fille qui s'était enfin débarrassée de ce poids mort. J'ai laissé ses sœurs croire qu'elle assistait à une sorte de moment girl power où leur grande sœur prenait son destin en main. Elles étaient toutes tellement absorbées par leur propre performance qu'elles n'ont pas remarqué que je ne jouais pas le rôle de la victime dévastée qu'elles m'avaient écrit. Au lieu de cela, je calculais. 6 minutes me suffisaient. Juste assez de temps pour que Sierra ouvre l'enveloppe et en lise le contenu. Juste assez de temps pour que la réalité s'impose avant que le premier coup de marteau ne tombe. L'enveloppe ne contenait qu'une seule page de 6 lignes de texte. Mais ces 6 lignes allaient bouleverser leur univers. Voyez-vous, pendant qu'ils jouaient à leur petit jeu d'ascension sociale et de coups bas aux entreprises, j'avais joué un jeu bien plus profond. Evelyn Equity n'était pas une simple société écran que j'avais montée de toutes pièces. C'était un instrument financier soigneusement construit, que j'avais construit pièce par pièce, en lui donnant l'apparence d'une société d'investissement légitime tout en la positionnant pour contrôler chaque aspect de leur vie. La beauté résidait dans les détails qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire. Lorsque Claude et Regina avaient besoin de capitaux pour acheter leur manoir à Fairbank Hills, ils m'ont demandé conseil pour obtenir le prêt. Après tout, j'étais de la famille, et je comprenais les chiffres mieux que quiconque. Je les ai donc aidés à structurer l'opération, leur ai recommandé des partenaires d'investissement qui pourraient co-signer et rendre l'ensemble plus attrayant pour la banque. Ce que je n'avais pas mentionné, c'est que ces partenaires d'investissement étaient tous des filiales d'Evelyn Equity. Et, enfoui dans les petits caractères, une clause me donnait le droit de réclamer le montant total du prêt avec un préavis de seulement 6 minutes. La même chose s'est produite avec leur voiture, 3 SUV Mercedes, chacun valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Le tout financé par ce qu'ils pensaient être des accords distincts, avec des taux plus avantageux et des conditions plus flexibles. Ils n'ont jamais pris la peine de chercher plus en détail qui étaient réellement ces prêteurs ni ce que signifiaient réellement ces conditions flexibles. Et puis il y avait les fonds pour les études supérieures de Janelle et Zoé. Les précieuses petites sœurs de Sierra,
toutes deux inscrites dans des écoles privées coûteuses, envisageant toutes deux des études prestigieuses qui coûteraient une fortune à leurs parents. Regina m'avait demandé de l'aider à mettre en place des comptes d'épargne-études qui maximiseraient leurs avantages fiscaux et leur rendement. J'étais heureux de contribuer à la création d'une structure de portefeuille sophistiquée, convaincante sur le papier. Ce que je n'avais pas expliqué, c'est que tous ces comptes étaient gérés par la division des services financiers d'Evelyn Equity et que chaque dollar pouvait être gelé instantanément si certaines conditions étaient remplies. Ils avaient tout signé sans même le lire, me faisant confiance parce que j'étais de la famille et me supposant trop naïf et trop reconnaissant pour causer des problèmes. Ils voyaient les bons retours sur investissement, la croissance régulière de leurs comptes, et ils pensaient que je faisais simplement ce que je faisais de mieux, faire fructifier leur argent tout en restant discrètement dans l'ombre. Mais le véritable chef-d'œuvre, c'était ce que j'avais réalisé avec Clearwell Analytics. Pendant que Sierra jouait les PDG et recrutait son armée de cadres prestigieux, je déplaçais discrètement la propriété intellectuelle, chaque brevet, chaque morceau de code propriétaire, chaque algorithme qui rendait la plateforme précieuse. J'ai tout transféré à Evelyn Equity via une série d'accords de licence et de contrats de développement qui ressemblaient à des accords commerciaux classiques. Le conseil d'administration pensait payer pour le support technique continu et les améliorations de la plateforme. Ils ignoraient totalement qu'ils me louaient la technologie de base de leur propre entreprise et que le contrat de location comportait des clauses très précises sur ce qui se passerait si certaines conditions n'étaient pas remplies. Alors, quand Sierra se tenait là, dans sa robe rouge, entourée de ses amies rieuses, m'appelant, pauvre, et annonçant au monde entier que c'en était fini, elle déclenchait en réalité toutes ces conditions à la fois. L'humiliation personnelle, la rupture publique de notre relation, l'indication claire qu'ils avaient l'intention de me couper complètement. Tout cela constituait une rupture de contrat à plusieurs niveaux. Je lui ai remis cette enveloppe en sachant exactement ce qui allait se passer ensuite, 6 minutes pour que le prêt soit remboursé, 30 minutes pour que les systèmes Clearwell se bloquent, et après cela, une restructuration complète de tout ce qu'il pensait posséder et contrôler. Le compte à rebours avait commencé et il ne savait même pas qu'il courait contre la montre. Vous connaissez ce sentiment quand on regarde un film catastrophe et qu'on voit le tsunami arriver, mais que les gens sur la plage n'ont aucune idée de ce qui va les frapper. C'est exactement ce que j'ai ressenti, assis dans ma voiture, en face de ce salon en attique, à regarder par les baies vitrées mon plan soigneusement orchestré se dérouler en temps réel. Je m'étais garé à l'endroit idéal, assez près pour tout voir, mais assez loin pour que personne ne pense à me chercher. La rue était calme à cette heure-ci, juste quelques taxis ou camions de livraison nocturne passant en trombe. Mais du haut de ce toit, je voyais que la fête battait toujours son plein, les lumières brillaient, le champagne coulait encore, et Sierra savourait probablement encore ce qu'elle croyait être son triomphe. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que dans 4 minutes environ, leur monde allait s'écrouler autour d'eux, et qu'ils ne pourraient absolument rien faire pour l'empêcher. J'ai baissé mes vitres, laissant l'air frais de la nuit entrer dans la voiture. Ça faisait du bien de respirer librement pour la première fois depuis des mois, d'en avoir enfin fini avec le fait de faire semblant que tout allait bien, d'être heureux d'être traité comme un cas de charité qu'ils avaient gracieusement laissé traîner. La pression que je subissais, le manque de respect constant, la façon dont ils me faisaient me sentir invisible et sans valeur. Tout cela allait basculer à travers les parois vitrées du Penthouse. Je voyais Sierra se frayer un chemin à travers la foule, l'enveloppe toujours serrée à la main. Elle ne l'avait pas encore ouverte, probablement trop absorbée par les félicitations de ses amis pour prendre la peine de lire ce qu'elle contenait, mais je savais qu'elle le ferait. Et quand elle l'aurait fait, le vrai spectacle commencerait. Au bout de 4 minutes, je l'ai vue enfin déchirer l'enveloppe. Même de l'autre côté de la rue, j'ai vu son visage changer en lisant ces 6 lignes simples. Ses joues se sont vidées de leur couleur et elle avait la bouche ouverte, comme si elle n'arrivait pas à assimiler ce qu'elle voyait. Elle l'a relu, puis une 3e fois, espérant probablement que les mots changeraient ou qu'il s'agissait d'une blague qu'elle ne comprenait pas. C'est là que la panique a commencé. Claude a été le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le père de Sierra avait toujours su lire les gens. C'est probablement comme ça qu'il avait gagné sa vie. Et il sentait que sa fille était en détresse, même de l'autre côté de la pièce. Je l'ai vu se frayer un chemin à travers la foule, son visage passant de l'expression festive à celle d'un père inquiet en 2 secondes chrono. Sierra lui a tendu le journal, et j'ai vu ses lèvres bouger tandis qu'il le lisait à voix haute. Son visage a subi la même transformation que le sien, confusion, incrédulité, puis terreur pure et simple. Il a sorti son téléphone si vite qu'il a failli le laisser tomber, ses doigts glissant et tapotant frénétiquement pour accéder à ses applications bancaires. C'est alors que Claude a couru vers le balcon,
son téléphone collé à son oreille comme si sa vie en dépendait, ce qui était le cas, d'une certaine manière. Je le voyais faire les 100 pas, gesticulant de sa main libre, essayant probablement de joindre quelqu'un à la banque qui pourrait lui expliquer ce qui arrivait à ses comptes. Mais c'était un vendredi soir, après les heures d'ouverture, et les personnes capables de résoudre ce problème n'attendaient pas les coups de fil paniqués de type dépassé. Pendant ce temps, Regina avait remarqué le brouhaha et se dirigeait vers son mari et sa fille. Je la regardais prononcer le mot « quoi » encore et encore tandis que Sierra essayait d'expliquer la situation. La réaction de Regina fut immédiate et théâtrale. Elle renversa un serveur portant un plateau de flûte à champagne, projetant des cristaux dans tous les sens tandis qu'elle se précipitait sur son propre téléphone. Mais le vrai divertissement venait de Janelle et Zoé. Les petites sœurs de Sierra étaient venues au bar, probablement en train de bavarder sur la scène qu'elles venaient d'assister entre elles, quand leurs téléphones se mirent à vibrer simultanément. Je les voyais regarder leurs écrans avec cette confusion qui survient lorsque la technologie ne fonctionne plus comme prévu. Elles essayaient de se connecter à leurs portails universitaires, probablement pour montrer quelque chose à leurs amis ou vérifier un devoir, mais les tableaux de bord étaient vides. Message d'erreur, icône de chargement qui tournait, puis plus rien. Leurs comptes de fonds universitaires, leurs frais de scolarité, tout leur avenir scolaire. Tout s'était évaporé d'un simple clic. C'est alors que les cris ont commencé. Les deux filles tapotaient frénétiquement leur téléphone, les secouant comme si cela pouvait leur faire récupérer leur argent. Ils coururent vers leurs parents, leur téléphone brandi comme la preuve d'un crime horrible, ajoutant leur voix au chaos qui régnait déjà autour de Claude et Regina. Je regardais ma montre. 603, pile à l'heure. Le Penthouse, qui avait brillé par les rires et les célébrations quelques minutes plus tôt, ressemblait maintenant à une zone sinistrée. Les gens étaient dispersés en groupes. Certains essayaient d'aider, d'autres restaient plantés là, bouche bée, à regarder l'empire familial Godwin s'effondrer en temps réel. Et je n'avais même pas encore abordé le sujet. Ce n'était que le premier acte, le premier numéro d'une symphonie de conséquences qui se jouerait dans les heures suivantes. Mais les voir se démener et paniquer, les voir éprouver le même sentiment d'impuissance que j'avais ressenti pendant des années, valait bien chaque minute de préparation minutieuse nécessaire pour en arriver là. La situation s'était inversée et la vue depuis mon siège au premier rang était absolument parfaite. Il y a quelque chose de merveilleusement ironique à voir un château de cartes s'effondrer, surtout quand on est celui qui a construit les fondations sur lesquelles il repose. Au bout d'un quart d'heure, j'avais quitté ma voiture pour un café ouvert 24h24, à 3 pâtés de maison de là. Mon ordinateur portable était ouvert sur une table d'angle, d'où je pouvais observer la destruction numérique en temps réel. Le barista me prenait probablement pour un octambule de plus en train de rattraper son retard, mais en réalité, je dirigeais le concert orchestral le plus satisfaisant de ma vie. Le café était un de ces endroits branchés avec ses murs en briques apparentes et ses luminaires à ampoules Edison. Le genre d'endroit où les freelances et les insomniaques venaient faire semblant d'être productifs. À cette heure-là, il était presque vide, à l'exception de 2 étudiants en train de bachoter pour leurs examens et d'un type dans un coin qui semblait être là depuis midi. Une couverture parfaite pour ce que j'allais faire. L'écran de mon ordinateur portable était divisé en plusieurs fenêtres, chacune montrant un aspect différent de l'infrastructure numérique de Clearwell Analytics. J'avais passé des années à construire ces systèmes et je connaissais chaque porte dérobée, chaque protocole d'administration, chaque point de défaillance susceptible de tout faire s'effondrer. Mais voilà le problème. Je n'allais rien détruire. Ce serait trop grossier, trop évident. Ce que j'allais faire était bien plus élégant et infiniment plus dévastateur. À 18h15 précise, mon téléphone s'est mis à vibrer de notifications. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Le message avait été envoyé aux 7 membres du conseil, y compris Sierra, et je sentais presque la panique se propager dans l'espace numérique. Bryce Matthews, le brillant CTO qu'ils avaient embauché pour me remplacer, était probablement en train de paniquer. Il avait un MBA de Wharton et un CV impressionnant sur papier, mais il était incapable de coder pour se sortir d'un sac en papier si on lui donnait les instructions. J'ai ouvert le tableau de bord de communication interne de l'entreprise et j'ai observé le chaos se dérouler en temps réel. Les canaux Slack explosaient de messages tandis que les employés cherchaient à comprendre pourquoi ils n'avaient pas accès à leurs outils habituels. Le service client était bombardé de plaintes de clients qui ne parvenaient pas à se connecter à leur portail. Les commerciaux paniquaient car leur système CRM était tombé en panne en plein milieu de la clôture trimestrielle. Mais la vraie beauté était que Bryce n'avait aucun accès administratif pour en réparer. Quand il m'avait poussé hors de mon rôle de leadership,
ils avaient été si désireux de couper des liens qu'ils n'avaient jamais pris la peine de transférer les protocoles de contrôle maître. Les serveurs ont été cryptés dans un système clé biométrique que j'avais mis en œuvre à des fins de sécurité. Mon empreinte digitale, mon scan rétinien, mon authentification vocale. C'est une protection à la perspective que j'avais vendue au conseil d'administration comme ultime de la cybersécurité. Et ils l'avaient mangée parce que cela leur donnait l'impression de diriger une opération de coupe. Maintenant, ce même système de sécurité était leur pire cauchemar. Chaque tentative de remplacement du verrouillage a déclenché davantage de protocoles de sécurité, créant une boucle sans fin de paperasse numérique qui prendrait des semaines à démêler à travers les canaux juridiques appropriés. Et cela supposait qu'ils pouvaient prouver qu'ils avaient le droit d'accéder à leur propre système, ce qui allait être beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. De mon centre de commandement de café, j'ai regardé leur tableau de bord devenir vierge un par un. Outils de gestion de la relation client, logiciel de suivi de projet, système de rapport financier. Tout ce dont ils avaient besoin pour gérer leurs opérations quotidiennes ont simplement disparu dans les limbes numériques. C'était comme regarder tout le bâtiment de bureau de quelqu'un disparaître dans un air mince, ne laissant que l'espace vide où se trouvait une entreprise florissante. Les mises à jour LinkedIn ont commencé à rouler vers 20 minutes. Les contacts de l'industrie ont posé des questions sur la question de savoir si Clearwell rencontrait des difficultés techniques. Les concurrents font des fouilles subtiles sur l'importance d'une infrastructure fiable. Les clients potentiels exprimant leur inquiétude concernant les interruptions de service. Dans le monde de la technologie, les nouvelles voyagent rapidement, et une entreprise qui ne peut pas faire fonctionner ses propres systèmes n'inspire pas beaucoup de confiance dans sa capacité à gérer les données de quelqu'un d'autre. À 25 minutes, j'étais prêt pour la phase finale. Avec quelques touches, j'ai lancé le protocole de migration des données que je préparais depuis des mois. Chaque élément d'information client, chaque rapport d'analyse, chaque algorithme propriétaire, tout cela était transféré à Everlin Equity sécurisé des serveurs cloud. Ce n'était pas un vol parce que j'avais tout construit en premier lieu. Et les accords de licence que j'avais cachés à la vue m'ont donné le droit de récupérer ma propriété intellectuelle dans ces circonstances exactes. La migration était transparente, invisible pour quiconque ne savait pas exactement quoi rechercher. Un instant, les données ont été verrouillées dans les systèmes d'échecs de Clearwell, et le moment suivant, il a été logé en toute sécurité dans ma nouvelle infrastructure, prêt à être déployé, mais j'ai jugé bon. À exactement 6h30, j'ai envoyé une commande finale. Chaque contrat client que Clearwell Analytics avait signé contenait un accord de niveau de service garantissant une disponibilité de 99% et un support technique immédiat. Avec leur système en baisse et aucun moyen de rétablir les services, ils étaient désormais officiellement en rupture de contrat avec chacun de leurs principaux clients. J'ai fermé mon ordinateur portable et commandé un autre café, savourant l'instant. L'empire de Sierra n'avait pas seulement craqué, il s'était complètement brisé, et tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'allaient pas pouvoir le remettre ensemble. 3 jours de silence radio. 3 jours à regarder les blogs technologiques et les forums de l'industrie bourdonnent avec des spéculations sur Clearwell Analytics soudain s'effondrer. 3 jours d'ignorance, des dizaines d'appels manqués et de plus en plus désespérés des messages vocaux de Sierra, de ses parents, de ses sœurs et même de certains de leurs avocats de fantaisie qui pensaient pouvoir m'intimider pour annuler ce que j'avais fait. 3 jours de sommeil mieux que je ne l'avais fait depuis des mois, enfin sans poids de prétendre que tout allait bien lorsque mon monde s'était effondré. Je vivais dans mon appartement de secours pendant ces 3 jours. Un endroit modeste que j'avais loué tranquillement 6 mois plus tôt sous le nom d'Evelyn Equity. Rien d'extraordinaire, juste une chambre propre dans un quartier décent avec un bon internet et aucun souvenir de la vie que j'avais essayé si fort pour faire du travail. C'était ma forteresse de solitude. L'endroit où je pouvais penser clairement sans le rappel constant de la façon dont j'avais joué pour un imbécile. L'appartement était clairsemé mais fonctionnel. Un canapé en cuir que j'avais acheté en ligne. Une télévision décente montée sur le mur, une table de cuisine qui a doublé comme espace de travail lorsque je devais surveiller les retombées de mon tremblement de terre numérique. Les murs étaient nus à l'exception d'une photo encadrée. Une image de l'architecture de code originale de la plateforme de Clearwell Analytics à imprimer et monter comme une œuvre d'art parce que c'est ce que c'était pour moi. Le chef-d'œuvre qu'ils ont essayé de voler maintenant en toute sécurité où il appartenait. Je m'attendais à ce que Sierra se présente finalement. Ce que je ne m'attendais pas, c'était à quoi elle ressemblerait quand elle l'a finalement fait. Le coup à ma porte est arrivé à 7h30 un mercredi soir. Doux et hésitant, rien de tel que la femme confiante qui m'a détruit devant une pièce pleine de gens seulement 3 jours plus tôt. Quand j'ai regardé le coup de pied, je ne l'ai presque pas reconnu.
La Sierra debout dans mon couloir n'était pas la reine des abeilles polies et intouchables de la fête sur le toit. C'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir dormi depuis des jours. Quelqu'un qui avait pleuré et essayé de le cacher avec du maquillage qui ne faisait pas tout à fait le travail. Fini la robe en satin rouge, remplacée par un jean et un chemisier ridé qui semblait avoir attrapé la première chose qu'elle pouvait trouver. Ses cheveux, généralement coiffés à la perfection, ont été retirés en queue de cheval désordonnée. Pas d'accessoires de créateur, pas de peinture de guerre soigneusement appliquée, juste une femme qui ressemblait à son monde entier s'était effondrée autour d'elle, ce qui est juste, il l'avait fait. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée. De la même manière, je demandais la permission d'exister dans mon propre mariage depuis 2 ans. Elle me leva les yeux avec des yeux rouges. Et je pouvais la voir essayer d'invoquer la vieille Sierra, celle qui pourrait commander n'importe quelle pièce dans laquelle elle est entrée. Tu m'as embarrassé devant tout le monde, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, mais toujours portant ce ton d'accusation familier. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. À propos de son embarras, elle a toujours pensé qu'elle était la victime dans cette histoire. Pourse pour les tissus, essayant de se tenir ensemble tout en s'effondrant juste devant moi. Elle a sorti cette même enveloppe blanche que je lui ai donnée il y a 3 jours, maintenant ridée et tachée d'être trop étroitement serrée pendant trop longtemps. S'il vous plaît, dit-elle, et le mot est sorti comme un sob. S'il vous plaît, dites-moi simplement ce que vous voulez. Dites-moi comment résoudre ce problème. Mes parents vont tout perdre. Janelle et Zoé ne peuvent pas se permettre l'école. La société est terminée. Dites-moi simplement ce qu'il ne sera pas demandé dans sa vie parce qu'elle ne devait jamais avoir été debout. Elle. Une fois, presque désolé pour elle. Non pas parce que ses larmes m'ont ému comme elle l'aurait pu, mais parce que j'avais quelque chose à lui montrer, quelque chose qui rendrait clairement le cristal à quel point ce terrier de lapin était profond et à quel point la planification était allée dans ce moment. Je me suis dirigé vers ma table de cuisine où j'avais tout exposé en tas soigné et organisé. Courriels imprimés, capture d'écran par SMS, copies contractuelles, conversations téléphoniques enregistrées, moi de preuves montrant le plan systématique de sa famille pour me couper de l'entreprise que j'avais construite. Chaque insulte occasionnelle, chaque commentaire dédaigneux, chaque réunion que j'avais été exclu, toute documentée avec des horodatages et du contexte. Je vous ai offert un choix, dis-je, regardant son visage en regardant les preuves de sa propre trahison. Vous pouvez négocier équitablement ce que vous avez réellement contribué à Clearwell, ou vous pouvez me regarder vendre chaque élément de propriété intellectuelle à votre plus grand concurrent pour des sous sur le dollar. Elle a alors pleuré plus fort, ses larmes tombant sur les journaux qui ont raconté comment nous sommes arrivés ici. Mais j'avais fini d'être ému par sa douleur. Fait d'être celui qui a cédé juste pour maintenir la paix. Elle avait fait son choix sur ce toit et maintenant je W. Vous savez ce qui est drôle chez les riches? Ils pensent que l'argent peut tout résoudre, y compris les conséquences de leur propre stupidité. Donc, quand la famille de Sierra a réalisé que la mendicité n'allait pas fonctionner, quand ils ont finalement compris que je n'allais pas rouler et jouer mort simplement parce qu'ils ont dit s'il vous plaît, ils ont fait exactement ce que je m'attendais à ce qu'ils fassent. Ils ont été avertis et sont venus vers moi avec les 2 barils flamboyants, pensant qu'ils pourraient m'intimider dans la soumission avec des menaces et des documents juridiques. La première salve est venue exactement 1 semaine après ma rencontre avec Sierra. Une lettre certifiée livrée à mon appartement par un crieur qui semblait qu'il préfère être ailleurs que de servir des documents juridiques à quelqu'un qui pourrait réellement riposter. L'enveloppe était épaisse et officielle estampillée du papier à en-tête de Morrison Klein & Associates, l'un de ces cabinets d'avocats blancs qui facturent $1000 juste pour répondre au téléphone. Le procès était un chef-d'œuvre d'intitulement qui le revendiquait des dommages émotionnels, affirmant que ma destruction vindicative et calculée de leur stabilité financière avait provoqué un traumatisme psychologique grave à toute la famille. Sierra demandait des dommages-intérêts pour l'humiliation qu'elle avait subie lorsque des nouvelles de l'effondrement de Clearwell se sont répandues dans leur cercle social. Ses parents voulaient une compensation pour les problèmes de santé liés au stress qu'ils prétendaient vivre. Même Janelle et Zoé avaient signé, alléguant que mes actions avaient délibérément saboté leurs opportunités éducatives et leurs perspectives d'avenir. Mais le vrai kicker était leur tentative de saisir une partie de mon condo. Ils affirmaient que depuis que la propriété avait été achetée pendant notre mariage, Sierra avait droit à la moitié de sa valeur dans le cadre de notre règlement de divorce. Peu importe que j'avais acheté l'endroit 2 ans avant même que nous rencontrions de l'argent que j'avais économisé de mon emploi précédent. Peu importe qu'elle n'ait jamais contribué à un seul dollar aux versements hypothécaires ou aux frais d'entretien. Dans leur logique tordue, être marié avec moi pendant ces temps-là en quelque sorte laissait à la moitié de tout ce que je possédais.
Le tout était si ridicule que cela aurait été risible si ce n'était pas si insultant. Il soutenait essentiellement que j'aurais dû rester assis tranquillement pendant qu'ils démentent ma vie. Ce combat a fait de moi le méchant dans une histoire où ils étaient évidemment les victimes. C'était le genre de stratégie juridique qui pourrait fonctionner si vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de documentation, quelqu'un qui ne peut pas prouver son côté de l'histoire. Mais je n'étais pas celle-là. Je prévoyais ce scénario exact depuis des mois, c'est pourquoi le premier appel que j'ai fait après avoir lu leur procès était à Nia Bryant. Si la famille de Sierra avait embauché l'équivalent juridique d'un marteau, j'apportais un instrument chirurgical de précision au combat. Nia était partenaire de Blackstone Legal, une entreprise de charme spécialisée dans la propriété intellectuelle et les différentes entreprises. Elle était brillante, impitoyable et absolument inébranlable sous pression. Plus important encore, elle était quelqu'un qui comprenait l'industrie technologique à l'intérieur et à l'extérieur. Quand j'ai commencé à travailler avec elle 6 mois plus tôt, elle saisissait immédiatement les complexités de ce que je planifiais. Elle m'avait aidé à structurer les accords Evelyn Equity, s'est assuré que chaque contrat était à l'épreuve des balles et a créé une piste papier qui résisterait à l'examen de tout tribunal du pays. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour discuter du procès de la famille Gawain, Nia avait déjà 3 pas d'avance sur son équipe juridique. Elle avait anticipé leurs arguments et préparé des contre-stratégies qui non seulement se défendraient contre leurs affirmations, mais renforcent le tout. La salle de conférence de son bureau a été organisée comme une salle de guerre avec des barres blancs couverts de délais et de cartes de preuves qui racontaient la vraie histoire de ce qui s'était passé. Ils pêchent, a déclaré Nia, répartissant leur procès à travers la table comme si elle disséquait un poisson particulièrement stupide. Tout cela est construit sur les appels émotionnels et les vœux pieux. Ils n'ont pas de jambes légales pour se tenir debout, et ils le savent. Ce qu'ils espèrent, c'est que vous vous installerez hors de la cour plutôt que de passer par la chose à les combattre. Mais je n'étais pas intéressé à m'installer. Je suis intéressé à m'assurer que ce genre de choses ne s'est jamais produit à nouveau. Que personne d'autre ne puisse ne pas penser à moi. Dougeur, et absolument dévastateur. Montrant que loin d'être victime de mon comportement vindicatif, Sierra et sa famille m'avaient systématiquement volé depuis des années. Chaque salaire qu'ils s'étaient payé à Clearwell provenait des revenus générés par la technologie que j'avais créée. Chaque luxe qu'ils avaient acheté avait été financé par mon travail. Ils n'étaient pas les victimes de mon succès. Ils étaient les bénéficiaires de mon vol. L'effet a été immédiat et brutal. Dans les 2 semaines suivant le dépôt de notre contre-costume, leurs avocats sont passés de l'agressivité à la défensive à complètement silencieuse. Les offres de règlement ont commencé à arriver, chacune de plus désespérée que la précédente. Mais nous n'étions pas intéressés par leur argent. Nous étions intéressés par la justice. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à recommencer quand vous savez exactement ce que vous faites et exactement ce que vous valez. Lorsque la poussière s'est finalement installée sur le champ de bataille juridique, lorsque les tribunaux avaient statué en ma faveur et que la famille de Sierra s'était éloignée pour lécher leurs blessures, je me suis retrouvé au début de quelque chose dont je rêvais depuis des années. Une chance de construire quelque chose de complètement le mien sans les empreintes digitales de quelqu'un d'autre. La décision de justice avait été tout ce que j'espérais et plus encore. J'ai gardé le condo, évidemment, car je l'ai acheté avant notre mariage avec mon propre argent. J'ai conservé le plein droit sur toutes les propriétés intellectuelles qui ont formé l'épine dorsale de Clearwell Analytics. Plus important encore, je suis reparti avec mon nom effacé et ma réputation intacte. Le juge avait vu à travers leur histoire de sable et avait reconnu la situation réellement. Un groupe de personnes qui étaient devenues gourmands et surpissaient leurs mains. Mais gagner au tribunal n'était que le début. Maintenant, je devais prouver que tout ce que j'avais affirmé sur mes capacités était en fait vrai. J'ai dû montrer au monde que je n'étais pas seulement un ex-mari amer cher à se venger, mais un entrepreneur technologique légitime qui méritait d'être pris au sérieux à ses propres mérites. C'est alors qu'Evelyn Equity est sortie de l'ombre et sous les projecteurs. Pendant des mois, il avait existé principalement en tant qu'instrument juridique et financier, un moyen de protéger mes intérêts et de maintenir le contrôle de mon travail. Mais maintenant, il était temps de le transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose qui établirait ma place dans l'industrie une fois et pour tous. La première chose que j'ai faite a été de trouver un espace de bureau qui ferait une déclaration. Pas un sous-sol exigu ou un espace de travail partagé, mais un véritable siège social qui disait « Nous sommes là pour rester, et nous sommes ici pour concourir ». J'ai trouvé un endroit parfait dans le couloir technologique du centre-ville, un entrepôt rénové avec des murs de briques exposés, des hauts plafonds et des fenêtres de plancher au plafond qui ont inondé l'espace de lumière naturelle.
C'était le genre d'endroit qui a attiré des talents sérieux et a impressionné des clients sérieux. Mais plus important que le bureau était l'équipe que je construisais. Je n'étais pas intéressé à embaucher des poneys ou des spécialistes du rembourrage de curriculum vitae comme Sierra l'avait fait. Je voulais des ingénieurs qui pouvaient réellement coder, des stratèges qui comprenaient comment la technologie pouvait résoudre de vrais problèmes commerciaux et des concepteurs qui connaissaient la différence entre faire paraître quelque chose de joli et faire fonctionner quelque chose parfaitement. Ma première location était Marcus Chin, un brillant architecte logiciel avec lequel je travaillais à mon emploi précédent. Marcus avait regardé la situation de Clearwell se dérouler depuis la touche. Et quand je l'ai appelé à propos de rejoindre Everlin, sa réponse a été immédiate. Quand dois-je commencer? Il a compris ce que cela signifiait d'être négligé et sous-évalué. Et il avait faim de prouver ce qu'il pouvait faire lorsqu'il en avait eu l'occasion. Vient ensuite le Dr Sarah Kim, un scientifique des données avec un doctorat du MIT et une réputation de transformation des analyses complexes en informations commerciales exploitables. Elle était coincée dans un travail d'entreprise qui n'utilisait pas la moitié de son potentiel, et l'occasion d'aider à construire quelque chose à partir de zéro était exactement ce qu'elle recherchait. Puis il y avait James Rodriguez, un concepteur d'interface utilisateur UX qui est indépendant pour certains des plus grands noms de la technologie, mais n'avait jamais trouvé une entreprise qui a vraiment eu sa vision. Quand il a vu ce que nous prévoyions de construire, il ne voulait pas simplement rejoindre l'équipe. Il voulait devenir un partenaire fondateur. Ce n'étaient pas des gens qui devaient être gérés ou motivés. C'étaient des professionnels qui savaient exactement à quel point ils étaient bons et étaient fatigués de travailler pour des personnes qui ne l'ont pas fait. Dans les 2 semaines suivant le rassemblement, nous avions reconstruit et amélioré toutes les fonctionnalités majeures de la plateforme Clearwell, corrigeant des bugs qui s'attardaient depuis des mois et ajoutant des capacités dont l'équipe de Sierra n'avait rêvé que. Le vrai test est venu quand nous avons commencé à tendre la main aux clients potentiels. J'avoue que j'étais nerveux à propos de la façon dont le marché réagirait. Les entreprises seraient-elles prêtes à travailler avec quelqu'un qui venait de vivre une telle bataille juridique publique? Me verrait-il comme un entrepreneur visionnaire ou un ancien employé mécontent d'une hache à moudre? La réponse est venue plus vite que je m'attendais. Au cours de la première semaine de lancement de notre sensibilisation des ventes, nous avons signé Data Flow Industries, une entreprise de logistique qui avait besoin d'analyses sophistiquées pour optimiser leur chaîne d'approvisionnement. Le contrat valait $400 000 par an, plus que certaines entreprises en première année de fonctionnement. 2 semaines plus tard, nous avons atterri Pinnacle Marketing Solutions, une entreprise de publicité numérique qui avait besoin d'analyse du comportement des clients en temps réel pour améliorer les performances de leur campagne. Un autre contrat annuel de $300 000 signé après une présentation qui a duré exactement 37 minutes. Les clients ne se souciaient pas du drame avec Sierra et sa famille. Ils se souciaient des résultats, de la travail avec des personnes qui pourraient livrer ce qu'ils ont promis sans le théâtre et les entreprises qui ont tourmenté tant d'entreprises technologiques. Ils voulaient travailler avec des ingénieurs qui comprenaient leurs problèmes et pourraient construire des solutions qui fonctionnaient réellement. C'est à ce moment-là que je savais que nous l'avions fait. Lorsque l'accent est passé de qui j'étais marié et que je suis devenu tout sur ce que Evelyn Equity pouvait accomplir, nous ne survivions pas seulement, nous prospérions et que tout le monde dans l'industrie commençait à en prendre note. La vengeance était douce, mais le succès a été encore plus doux. 6 semaines plus tard, j'étais assis dans mon bureau d'angle, regardant la ville s'étendre sous moi à travers des fenêtres qui passaient d'un sol au plafond lorsque mon assistant a frappé à la porte et m'a remis un magazine qui changerait tout. La couverture du magazine Forbes présentait une photo en noir et blanc austère d'un immeuble de bureau moderne, mon bâtiment, avec du texte blanc audacieux qui disait « Le fondateur silencieux qui a repris sa couronne ». À l'intérieur, couvrant 4 pages complètes, il y avait l'histoire que j'attendais toute ma carrière. Pas une histoire sur la Sierra Godwin, la princesse technologique qui avait hérité de son chemin vers le succès. Pas une histoire sur Clearwell Analytics, l'entreprise qui avait augmenté rapidement et s'est écrasée encore plus rapidement. C'était une histoire sur Mika Reyes, l'architecte derrière les algorithmes, l'ingénieur qui avait construit un empire de rien et avait ensuite les balles pour le reprendre lorsque quelqu'un a essayé de le voler. L'article était tout ce que j'espérais que ce serait et plus encore. La journaliste, Rebecca Martinez de la division technologique de Forbes, avait fait ses devoirs. Elle avait interviewé mes clients actuels qui parlaient de manière brillante des solutions innovantes d'Evelyn Equity et des temps de mise en œuvre rapide de Lightning. Elle avait parlé à des analystes de l'industrie qui ont salué notre modèle commercial et prédit une croissance significative dans les années à venir. Elle avait même contacté certains de mes anciens collègues qui ont confirmé que j'avais été le vrai cerveau derrière la technologie de Clearwell. Mais ce qui a vraiment rendu l'article spécial,
c'est comment il a raconté l'histoire de ce qui s'était passé il y a 6 semaines. Martinez ne s'est pas contenté de se concentrer sur l'effondrement dramatique de Clearwell ou la bataille juridique qui a suivi. Elle a creusé plus profondément, explorant les modèles de licenciement et de marginalisation qui avaient conduit à cette confrontation sur le toit. Elle a interviewé d'autres fondateurs de la technologie qui avaient été mis de côté par des investisseurs ou des partenaires. Et elle a positionné mon histoire en tant que partie d'une tendance plus large dans l'industrie. Reyes représente un mouvement croissant de fondateurs techniques qui refusent d'être mis à l'écart par le côté commercial de leurs entreprises. Elle a écrit, son histoire sert à la fois de récit édifiant pour ceux qui sous-estimeraient les personnes qui construisent réellement la technologie et l'inspiration pour les fondateurs qui se sont battus pour maintenir le contrôle de leurs propres innovations. L'article comprenait un calendrier de la croissance rapide d'Evelyn Equity, avec des projections de revenus et des témoignages de clients qui ont peint une image d'une entreprise qui ne survivait pas, mais qui domine absolument son segment de marché. Nous avions signé 8 contrats majeurs en 6 semaines, générant plus de revenus au cours de notre premier trimestre que Clearwell n'avait réussi dans son meilleur trimestre de tous les temps. Plus important encore, l'article m'a positionné exactement où je voulais être positionné. Pas comme un ex-mari vengeur, mais comme un entrepreneur sérieux qui surmonterait des obstacles importants pour construire quelque chose de vraiment impressionnant. Le récit de la vengeance était là, mais il était secondaire à l'histoire de l'innovation et du succès commercial. J'ai lu l'article 3 fois, savourant chaque mot, chaque citation, tous les détails soigneusement recherchés qui ont confirmé ce que je savais toujours de mes propres capacités. Mon nom, Micah Reyes, était seul sur chaque page sans note de bas de page, sans clin, aucune mention de quiconque aurait pu contribuer à mon succès. C'était mon histoire racontée à ma façon avec la concentration exactement à laquelle elle appartenait. La réponse a été immédiate et écrasante. Mon téléphone a commencé à sonner avant même d'avoir fini de lire l'article avec des journalistes souhaitant des interviews de suivi, des investisseurs potentiels pour poser des questions sur les opportunités de partenariat et les chasseurs de chefs essayant de braconner les membres de mon équipe. La pièce Forbes avait fait plus que de raconter mon histoire. Cela m'avait établi comme un acteur majeur de l'industrie de la technologie, quelqu'un dont l'opinion importait et dont les mouvements futurs valaient la peine d'être regardés. Cet après-midi, j'ai fait quelque chose que j'avais planifié depuis des semaines, mais je n'avais pas tout à fait du courage à faire. J'ai emmené l'ascenseur sur le toit de notre bâtiment, en sortant sur la terrasse que nous avions convertie en une zone de rupture combinée, un espace de réunion informel. La vue de là-bas était incroyable. Vous pouvez voir tout le couloir du centre-ville, y compris le bâtiment où Clearwell a utilisé avoir leur bureau. Debout là, regardant la ville qui m'avait ignoré, j'ai pensé à jusqu'où j'aurais parcouru si peu de temps. Il y a 6 semaines, j'avais été le mari invisible, le gars qui aidait à la technologie. Maintenant, j'étais le PDG d'une entreprise en pleine croissance, figurant sur la couverture de l'un des magazines commerciaux les plus respectés du monde. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Ils se moquaient de moi le jour de mon anniversaire, entouré de lunettes en cristal et de chair ou de gerge, pensant qu'ils regardaient mon humiliation. Mais ce dont ils avaient réellement été témoins, c'était la naissance de quelque chose de beaucoup plus grand que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait imaginé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé les coordonnées de Sierra, quelque chose que je gardais mais jamais utilisé depuis la finalisation de notre divorce. J'ai tapé un message simple, vu l'article de Forbes, pensez que vous pourriez le trouver intéressant. J'ai joint une photo de la couverture et j'ai frappé Send. Elle n'a jamais répondu, mais elle n'en avait pas besoin. Le silence a tout dit. Le pouvoir n'est pas fort, c'est précis. Et en 6 minutes, j'avais rappelé tous exactement à quoi ressemblait le vrai pouvoir.